Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma qui va vous parler sorties car on est à la fin du mois. Et comme à chaque fin de mois dans cette émission, on vous parle donc des films qui sont sortis ce mois-ci. Et avec moi, j'ai deux petits chroniqueurs, enfin deux petits. Ils sont petits avec moi mais grands par le cœur. Je sais pas comment tourner cette phrase, bref. Salut Jordan, comment tu vas ? Ça va super et toi Roland ? Ça va bien, avec ce beau soleil de retour. Enfin, au soleil, je vois que des nuages en fait, j'ai rien dit. Salut Fab, comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va, malgré le fait que tu sois un peu maladroit dans tes présentations. Mais bon, après, hein, on peut toujours être se rattraper, bien sûr. Être maladroit, ça fait partie de ma nature. Très bien. Oui, oh, tu connais un peu ma nature de toute manière. Hein. On a fait quelques tournages ensemble, c'est pour ça. Je suis pas petit. Non, c'est vrai. Non. Bref, donc de toute façon, on voit mais pas après, la radio, donc. Après, oui, et puis bon. Comme on dit, hein, vous faites plus grand à la télé. Voilà. Puis pareil, hein, quand t'es en concert, t'es sur une estrade, donc tu fais pas petit. Exactement. Voilà. Bon, sur ce, pour le coup, donc on va arrêter de parler de nos vies, on va parler donc cinéma. Et oui, donc on revient donc sur les films sortis en mars, mais on va quand même faire une petite séance de rattrapage sur un film sorti donc le 20 février. Je parle de La Grande Aventure Lego 2, réalisé donc par Mike Mitchell. Donc sorti le 20 février chez nous, et donc on retrouve toute la même clique derrière, sauf que c'est juste produit par Phil Lord et Chris Miller. Ils sont plus derrière j'allais dire la caméra, mais non, ils sont juste au scénar. Ils sont même plus, non, je crois qu'ils sont même plus au scénar. Je sais plus. Ouais, ils produisent simplement. Ils ont même pas fait le scénario. Ils étaient trop occupés pour bosser sur Spider-Man. Bref. Alors du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est la suite directe. Donc les héros font face au Lego Duplo, comme on voyait à la fin de la scène finale du premier. Les années passent et ils vont devoir explorer les mondes lointains et inconnus et blablabla, parce que finalement l'histoire en fait elle est tellement alambiquée qu'on s'en fout royalement. De toute manière, je pense que les scénaristes s'en foutent également royalement. C'est un film qui recopie la recette en fait de son aîné, parce qu'il y a quand même quasiment beaucoup de choses là-dessus, mais sans vraiment avoir une certaine touche de sympathie derrière. Enfin, en tout cas pour ma part. En fait, bref, c'est comme un film DreamWorks, quoi. Donc, le premier film jouait vraiment avec le concept des Lego, la notion notamment de construire, la notion d'avoir un manuel, ou bien même tout simplement cette volonté de créer quelque chose. Le second l'oublie quand même en grande partie. Et je dirais que le message du film, c'est surtout ça en fait, la principale force du film, c'est le message. Comme on voyait dans le premier, cette fois-ci, c'est forcément les années passent, donc il faut accepter de grandir, mais ne pas oublier qui on est, ne pas oublier notamment sa famille, ne pas oublier ses amis. Je trouvais ça très intéressant pour le coup. Bon, après certaines idées est un peu mal alambiqué, je trouve, notamment le côté caricatural et qui marche pas trop. C'est genre le monde imaginé en partie par l'imagination d'une petite fille. Donc, parce qu'en fait dans l'histoire donc on retrouve le gamin qui avait dans le premier Lego qui a grandi, et que donc sa petite sœur aussi elle a grandi, mais forcément c'est genre oui, dans chaque monde il y a une comédie musicale et compagnie. Donc j'ai trouvé ça un peu caricatural pour le coup. Mais c'est ça mon principal reproche en fait envers ce film. Il n'y a plus aucune surprise. La technique, rien à redire là-dessus. C'est quand même assez bluffant la façon dont ils arrivent à avoir les détails sur les petits bouts de plastique, mais qui ne sont pas des bouts de plastique pour le coup. Non, pour le coup, c'est vraiment un vrai modèle en termes techniques
comme l'a pu le faire Spider-Man Generation ou d'autres films qui montrent que l'on n'a pas besoin que de faire du Pixar en lui-même, dans cette technique proche de ce qu'arrivent à faire toujours les studios, c'est-à-dire un côté très dessin animé, mais qui a un côté très vivant en fait. Je sais pas comment expliquer l'émotion de Pixar, mais pour le coup ils arrivent toujours à faire quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça sonne extrêmement que c'est comme un gros Kinder Surprise mais avec rien dedans. Ah, ok. Voilà. Bah, c'est un peu ce que reflètent les chansons, quoi. Il y a une chanson justement qui dit vous allez retenir cette chanson, La tête, ouais. sauf que tu sors de la séance et non. tu l'as pas retenu la chanson, Ouais. et qu'on retenait limite mieux la chanson du premier, Ah bah oui, que je peux rechanter là hein, si vous voulez, oui, mais le je le tout est ferai pas. super génial. Mais le tout est super génial en plus, surtout qu'elle est extrêmement bien faite. Et ce qu'on retrouvait très très bien dans le Lego Adventure 1 et pas dans le 2, c'est le rythme. Le travail du rythme en fait était très impressionnant, très clipesque même pour le coup, mais il faut le dire que Phil Lord et Chris Miller étaient derrière là-dessus. Et c'est vrai que la façon dont la musique a été mise en place, le tout est super génial et tout, ça arrive en 2 temps 3 mouvements, le mec est déjà dans la bagnole, il a déjà dit bonjour à tout le monde, machin, et genre machin, je vais être le plus gentil du monde pour qu'on soit tous gentils avec moi. Et là il a cette musique, puis ouais machin, tout le plan quand il va en voiture et tout, enfin c'est assez bien fait quoi. Moi, ce que j'ai trouvé gênant dans le film, c'est que ils ont trop envie de mettre des retournements de situation partout et Trop de retournements de situation, et forcément dans le premier ce qui avait peut-être le plus marché avec le public de base c'était les références pop culture. Là c'est pareil, ils en foutent plein. Ils se sont dit attends mais notre doubleur faire Mad principal Max. c'est Chris Pratt. Attends, on va prendre Chris Pratt et puis on va prendre un autre personnage qui s'appelle Rex. Mais en fait double retournement de situation. Ouais, on spoil, on s'en fout. Donc en fait c'est Emmett du futur qui s'appelle Rex. Et dans le futur oui c'est plus ou moins ça. Et du coup en fait dans l'histoire Rex il est devenu aventurier, dompteur de raptors, pirate de l'espace. Donc en fait c'est les rôles de Chris Pratt hein. Donc c'est les Gardiens de la Galaxie et le rôle du gros connard dans Jurassic World. Mais pour le coup à part ça il y a vraiment que des références pop culturelles genre, mais vraiment assez simple, basique, j'ai envie de dire. Pour le coup c'était pas comme certaines autres où c'était genre en mode on se fout de la gueule de Gandalf parce que c'est Dumbledore, ou on se fout de la gueule de Dumbledore c'est Gandalf. Ils ont arrêté de faire des trucs comme ça reste assez basique. J'ai l'impression qu'ils se sont dit ouais non c'est vrai que pour le premier c'était un peu genre des références, mais comme c'est dans l'univers d'un gamin de 12 ans, 13 ans je crois dans l'histoire, ouais bon ça passe moyen. Et puis là ils se sont dit ouais c'est une gamine, elle est encore un petit peu plus petite, ou elle va avoir à peu près le même âge maintenant. Puis ils se sont dit allez hop c'est bon, c'est parti. Est-ce que c'est pas un peu gênant comme ça? Je sais pas, j'ai vu aucun des deux hein, du coup, mais est-ce que c'est pas un peu gênant d'avoir des films qui sont entièrement réalisés sur l'idée de faire que des références à la pop culture, un peu comme un magazine People quoi? Alors je me permets. vas-y. Ouais. Celui-ci encore ça va. Le pire film en termes de référence que j'ai vu, c'était aussi un film Lego, c'était le film sur Batman justement, qui est un des personnages de la grande aventure Lego. Ils ont fait un film Lego Batman, c'était vraiment que ça pendant tout le film. Gratuit. C'est Gratuit. Ça n'amène D'accord, rien à toutes l'histoire. les répliques, vraiment, c'était que des références 100% du film, et c'était juste Oui, parce que sinon, indigeste en fait. parce que un film normalement ça peut être pris vraiment en tant que tel, tu vois, en tant que En tant que isolé produit, de tout même. quoi, tu vois, isolé de tout. Donc bon, s'il fonctionne pas sans être isolé de tout, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un très bon film. Bah oui. Voilà. Tu veux dire comme le Marvel Cinematic... Oh pardon. Oui, c'est un peu vrai. Oui, C'est une très très belle transition en plus. Donc, Parfaite transition. Donc le Marvel Cinematic Universe, donc un film. Est-ce qu'il va servir à quelque chose? Est-ce qu'il va servir à rien dans la timeline? On va savoir ça tout de suite. Donc le film d'Anna Borden et Ryan Fleck sorti le 6 mars. Je parle bien évidemment de Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, donc le film qui a fait couler beaucoup de l'encre, pas vraiment sur les réseaux sociaux, Beaucoup de mais sang, de voilà, l'encre. de larmes, etc. Parce Et d'autres qu'effectivement, fluides il a corporels. été pris d'assaut par les anti-féministes parce que Brie Larson, c'était... Par les fans de Donald Trump. C'est ça. Par l'alt-right américaine, parce que c'était le cheval de bataille du film, c'était de faire un film de super-héros féministe. Alors, est-ce que c'est un pari tenu? On va en parler tout de suite. Alors, effectivement, le film est co-réalisé par une femme, et le scénario est écrit par 3 femmes. On y retrouve notamment dans le rôle principal Brie Larson, aux côtés de Samuel L. Jackson qui sert de sidekick rigolo, et aussi Jude Law, El Famoso Jude Law, qui maintenant joue que des méchants. Donc oui, désolé, je vous ai spoilé, hein, mais ça se Qui joue voyait des sur les méchants, affiches. mais avec hein. une petite calvote, parce C'est qu'il ça. aime bien avoir sa petite calvote maintenant. Il l'a accepté. Et du coup, c'est le 21e film du MCU, vous vous rendez compte quand même?
Le 21e film, il est sorti quand Iron Man? Je sais pas, en 2008. Ouais, Le premier. voilà, ça fait même pas 10 ans que ça a Ouais. commencé, il y a eu 21 films. Et donc, c'est l'avant-dernier film avant la clôture de la 3e phase du MCU, hein, le Marvel Cinematic Universe. Où ils vont tous mourir. Oh, Ou alors revivre, on sait pas, mais en tout cas, on va bientôt dire bonjour aux X-Men et aux 4 Fantastiques, on espère, étant donné que Mickey avale tout. mais et la grande question, c'est est-ce qu'on l'espère Mon Dieu. vraiment? On verra. Moi, Mais- je reste curieux, moi je suis quelqu'un de curieux. Non, parce que les projets qui commencent à arriver sont... alors, il va y avoir X-Force qui est prévu pour 2020. Ils sont en train de préparer un Doctor Doom, mais en ce moment, c'est mis en pause. Le film Gambit a été annulé. C'est peut-être pas plus mal. Je sais plus ce qu'ils ont sorti d'autre. D'ailleurs, X-Men, ils vont sortir donc le Dark Phoenix, ils vont sortir Les Nouveaux Mutants, qui a été tourné il y a 2 ans, qui a été re-shooté, qui a été re-shooté, qui a été remodifié, qui va être enfin sorti chez nous je crois, à l'été ou à la rentrée prochaine. Ouais, j'ai envie de dire Ah non, ouais, on n'est pas près d'avoir fini, hein. D'ailleurs, absolument pas. le dernier film dont je Et parlerai. on parle même pas des Marvel Cinematic Universe, donc c'est-à-dire Doctor Strange 2, Captain Marvel 2, Black Panther 2, machin bidule 2. Peut-être Non, qu'on mais aura c'est- bientôt, j'espère qu'on aura bientôt Écureuil Girl 2, parce que ou C'est un, vraiment un déjà, vrai Origins. personnage Marvel et Écureuil Girl, hein, Squirrel Girl, ouais. Hmm. qui Ouais, non. apparemment est très très fort en plus, hein, c'est ça qui est Apparemment. marrant. Oui, je pense qu'un jour ils vont le faire. Alors, du coup, on va parler du film. Oui. Alors, ça commence avec Verse qui vit sur la planète Kree, qui est une guerrière Kree, etc., une soldat Kree, qui est prise en main par, je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui est joué par Jude Law, qui est son mentor. Et en fait, ils veulent combattre les Skrulls, ou les Skrulls, je Les sais pas comment Skrulls. ça se prononce, qui sont des vilains aliens pas beaux, qui envahissent et qui s'insinuent dans la société. Donc, on comprend bien le message Oui. donc pro-immigration Pour ou le coup, anti-immigration. ça, enfin, bref. ça reprend beaucoup les BD de base, parce qu'en fait, C'est ça. dans l'univers Marvel, les Kree et les Skrulls se foutent la guerre, je pense, depuis des milliers d'années. Et les Skrulls ont la particularité d'être métamorphes. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de métamorphe avec le film, on pourrait totalement faire le monomythe, mais version féminine, hein. Oh. Du coup, blablabla, recherche d'identité, blablabla, là, parfois c'est long, mais parfois c'est drôle et ça manque un peu d'inventivité dans la truc. Blablabla, retournement de situation, voilà. Le film se passe dans les années 90, référence au grunge. L'héroïne, elle a un t-shirt Nine Inch Nails, mais on n'entend pas du tout de Nine Inch Nails dans le film. Par contre, on entend du Nirvana, du R.E.M., du No Doubt, etc. À la Pardon. fin, le perso, il est craqué. C'est le perso le plus craqué de tout le Cinematic Universe, hein, on est tous d'accord. Ah, il a fait le cheat code Konami, quoi. C'est ça. Et finalement, est-ce que le film est féministe? Alors, honnêtement, il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes et qui vont totalement dans ce sens-là. Et il y a des pics qui sont assez bien placés, notamment sur, par exemple, comment on déconstruit un mythe héroïque. C'est-à-dire, on pense tous que, comment s'appelle, Nick Fury, sa blessure de guerre, il a perdu son œil, ça va être un truc mais ça, véritablement c'est une blague, épique mais et tout. limite vulgaire, quoi. Et effectivement, on C'est genre, déconstruit ça. Bah allez, je spoil, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est le chat, en fait. Le chat, c'est pas vraiment un chat, c'est un espèce de monstre avec des Désolé tentacules. à tous les auditeurs. Et Nick Fury fait, oh, le mignon chat, et puis il se prend une griffe, puis il se les fait crever l'œil. Oh putain, la vache, incroyable. Mais enfin, C'était voilà. pas nécessaire. C'est non. pas nécessaire. Absolument pas. Mais il y a plein d'autres trucs, hein. Effectivement, dans le film, les femmes qui sont là, c'est des femmes qui sont fortes, qui font avancer l'histoire et qui font avancer les choses. Mais en même temps, les hommes qui sont là, c'est des pères. C'est-à-dire que ce qu'on attribue souvent aux femmes, c'est-à-dire s'occuper de la famille, là, il y a un retournement de situation dans le film où c'est un homme qui s'inquiète de sa famille. Et je trouve que c'est assez bien fait. C'est Très bien. le passage un petit peu émouvant du film et c'est pas Mais si mal, j'ai quoi. d'ailleurs une grande question pour ce film. Surtout, en fait, on veut faire un film complètement féministe. Pour le coup, je comprends parfaitement la situation. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une vraie... comment dire? Est-ce que le personnage en lui-même de Captain Marvel a besoin avoir une vision totalement féministe? J'ai envie de dire, en fait, quand elle se bat, elle va dire « mais moi, je suis une femme et je suis plus forte que tout le monde. » J'ai envie de dire, enfin, pas comme ça, mais pas dans cette situation, mais c'est genre, elle va toujours prouver son questionnement de femme. Je pense qu'elle en a pas besoin, parce que c'est un personnage tellement puissant, déjà, à la base, qu'elle est déjà forcément au-dessus de tout, en fait. Ouais, mais justement, elle devient puissante à la fin du film. Et pendant tout ce temps, il y a cette. Justement, elle est considérée comme un personnage qui n'est pas puissant, puisqu'elle s'est fait capturer, etc. Enfin, elle est toujours remise en question par son mentor, etc., Jude Law, jusqu'à la fin, qui se considère plus puissant qu'elle. Donc, c'est pendant tout le film qu'elle se construit, etc.
Et enfin, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis avec ce film. Après, effectivement, quand on le met dans le Marvel Cinematic Universe, bah, il sert juste à dire bon, bah voilà, c'est qui va battre Thanos, et voilà, enfin, c'est tout. Enfin, et c'est la scène post-générique, c'est comment Captain Marvel arrive chez les Avengers, quoi. Enfin, je sais pas s'ils vont reprendre cette scène pour commencer Endgame. Par contre, j'ai bien aimé le début du film parce que on sait tous comment s'est terminé, comment ça s'appelle, Infinity War. Et le début de Captain Marvel, c'est des cendres comme ça qui flottent dans les airs. Et j'ai beaucoup rigolé au début du film. J'ai fait Et regardez, c'est Spider-Man. c'est ça. Oups. Voilà. Ok. D'ailleurs, ça va être le mois prochain, on va avoir le Mastodonte, donc à chroniquer. Donc, on va voir ce que ça terminera comme conclusion. Oh oui, je pense qu'à un moment donné, va falloir. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire quelque chose de peut-être un petit peu plus audacieux qu'ils ont essayé de faire avec Infinity War, qu'ils ont essayé, je le dis bien, avec Infinity War. On verra bien. Bon, ma réponse, je pense que va être non, mais bref, on verra ça donc le mois prochain. Bon. Ça instaurer Captain Marvel, tant mieux. On verra quand ça instaurera Squirrel Girl dans leur univers. Je sais pas, avec Jake Gyllenhaal dans le rôle de Wolverine, tu vois, c'est pour rigoler un peu. Mais non, parce que Jake Gyllenhaal, il joue déjà Mysterio dans. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu. Mais il y a plein d'autres acteurs à mettre. Hein. Genre, moi, je vois Oscar bien un Isaac. ou un Leonardo DiCaprio un jour dans le Marvel Cinematic Universe pour jouer le retour du vautour, ou j'en sais rien. Moi. Quel enfer. Le choqueur. Enfin, faudrait déjà que DiCaprio il sorte des affiches moches. Carnage, ce serait marrant, Carnage. Oh, pourquoi pas. Personnage complètement dans un univers très adulte, mais en fait qui sera jamais dans un film Marvel parce qu'il est trop compliqué. On verra bien. Ou alors il sera tout aseptisé comme il faut. Mais si, je crois qu'ils vont faire un film aussi sur Mephisto, pas Mysterio, le Mephisto, je crois, dans l'univers de Spider-Man. Je sais même plus quel acteur va le faire, mais je crois que j'ai vu C'était pas ça en fait. C'était pas DiCaprio qui avait été pressenti pour ça. Non, ils ont déjà annoncé l'acteur, mais je sais plus. Je crois que j'ai rigolé un peu intérieurement. C'est Brandon Lee. Ah merde, il est mort. Ah, c'est vrai. Merde, le pauvre. Heureusement, au moins sa carrière, elle est terminée là-dessus. On va donc continuer avec peut-être des carrières terminées. Non, je l'espère pas quand même. Film sorti sur Netflix, donc sorti le 13 mars. Ouais, parce qu'ils aiment bien sortir des films le mercredi maintenant Netflix, donc c'est rigolo. Un peu comme au cinéma. Voilà. Un peu comme au cinéma. Triple Frontière, donc réalisé par J.C. Chandor. Et Chandor avait notamment été remarqué avec son précédent film Most Violent Year, avec déjà Oscar Isaac. Et là, il a un casting assez 5 étoiles derrière. Oscar Isaac, on retrouve notamment Ben Affleck, j'ai oublié le mec qui joue son nom. Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, et également le gars qui joue dans Narcos. Tu vois, j'ai oublié tous les noms des acteurs d'un seul coup. Et bien, c'est un film donc, Netflix. Oui, c'est un film Netflix. Ouais, d'accord. Avec donc une bonne équipe, parce qu'au scénar aussi, on a donc Chandor aussi, mais Mark Ball qui s'était occupé de Zero Dark Thirty, donc c'était plutôt bien aussi. Et puis donc à la cinématographie, Roman Vassianov, qui lui par contre a fait Suicide Squad, Fury et Bright. On en reparlera. Donc du coup, le film. Pour le résumer, pour donner un petit synopsis rapide, en fait, ce sont d'anciens membres des forces spéciales qui se réunissent. Ils ont un peu du mal à joindre les deux bouts. Enfin, tu vois, après avoir bien servi leur pays, ils ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Donc, du coup, il y a un d'eux qui leur propose finalement de faire un casse et de dérober donc l'argent d'un baron de la drogue sud-américain. Voilà. Et donc, ce film. Moi je l'ai perçu un peu au départ, il a été rendu un peu comme un film d'action, et je ne pense pas que ce soit un film d'action du tout. Je pense que c'est plutôt un drame. C'est même en fait, il commence un peu comme un film d'action où il y aurait donc un casse avec donc de très bonnes scènes d'action, etc. Puis après, en fait, ça se modifie très rapidement vers le film un peu road trip, où finalement, en fait, ce qui est important, c'est surtout les personnages. Et parce qu'on se retrouve avec E5 pendant bien 3/4 du film, seulement E5. Ouais. Et c'est peut-être ce que moi je reproche le plus au film, c'est-à-dire que l'idée est très bien, la réalisation est plutôt pas mal, la cinématographie est un petit peu en deçà, je trouve. Il n'y a pas vraiment de parti pris ni de poétique derrière tout ça, il n'y a pas de signification derrière les mouvements de caméra ou le blocking, etc. Mais pour revenir donc à ces personnages, je trouve que justement, moi j'ai jamais eu l'occasion, je pense, dans tout le film, de m'identifier vraiment à un seul des personnages.
Je trouvais qu'il y avait un certain manque d'engagement par rapport à ce que je pouvais regarder. En même temps, ça risque d'être très compliqué de s'identifier à certains personnages parce qu'en fait, ce que je trouve est Oui, mais que tu je peux te trouvais pas- passionner pour la destinée de certains personnages, par exemple, Bah, j'ai en se trouvé- retrouvant dans j'ai certaines trouvé de ces. très très intéressant ce qu'a pensé faire J.C. Chandor à travers Mhm. ce film, à travers ses personnages. C'est notamment, on va toujours revenir maintenant sur les personnages américains, notamment ceux qui sont de retour de guerre. On a Mhm. toujours le principe même du PTSD. Ça fait depuis 10 ans qu'on nous bassine avec le post-syndrome traumatique américain. Là, forcément, il est également établi sur certains personnages. Parce que certains divaguent dans Oui. d'autres situations. Par exemple, le Ouais. frangin de Charlie Hunnam, il a son attrait dans la violence, donc il fait des combats de MMA. On en a un autre qui est parti dans la drogue, l'ancien pilote d'hélicoptère. Ouais. Le personnage de Ben Affleck donc, arrive à peine à joindre les deux bouts, alors qu'il a une vie de famille, il n'arrive pas Oui, c'est ça. à s'en sortir. Et c'est surtout ça, en fait, la principale, je trouve, la principale caractérisation qu'a réussi à mettre en place J.C. Chandor dans ce film, c'est montrer ces personnages, finalement, la situation qu'ils ont eue d'essayer de faire de ce casse, en fait, de piquer l'argent d'un baron de la drogue et de se barrer avec 75 millions et compagnie. Enfin bref, c'était aussi surtout pour montrer que ces soldats de retour à leur pays, qu'ils aient, que ce soit la période du Vietnam, que ce soit la période d'Irak ou autre, ils seront toujours soit désavoués, ou soit en fait totalement perdus. Perdus par plusieurs raisons, perdus psychologiquement, et là aussi surtout, en fait, ils sont perdus parce qu'en fait, leur retour au pays ne les satisferont jamais. En fait, c'est le principe même des soldats qui n'ont pas leur propre pays à eux. C'est-à-dire qu'en fait, dès ils sont de retour chez eux, ils sont laissés dans un coin et on va attendre qu'on leur file une pauvre retraite de merde et les laisser crever tranquillement. Là, pour le coup, en fait, c'est des personnages qui n'ont plus cet attrait-là. En fait, on comprend que J.C. Chandor, il explique aussi qu'il y a beaucoup de ce type de personnages, de soldats en fait américains, qui sont totalement laissés pour compte, non pas seulement psychologiquement, mais aussi, Socialement. financièrement et socialement. Bien C'est sûr, bien surtout sûr. Après, tu vois, effectivement, il y a tout ça. Et ils ne se c'est font très très bien. confiance quand même, en fait. Oui, évidemment. Parce qu'en fait, il y a aussi cette paranoïa ambiante au fur et à mesure. Je trouvais ça très intéressant, c'est quand ils réatterrissent en urgence, quand Oui. ils se retrouvent dans le plan de pavot. Et ben là, en fait, il y a le basculement du personnage de Ben Affleck que je trouvais très intéressante. Et tu Bien vas sûr, voir cette répercussion que tu à sens un travers petit tout le peu, film. tu penses un peu arriver, et puis en plus, voilà, qui Parce qu'en fait, s'amplifie voilà, derrière. c'est tous les autres personnages et tout le monde, quasi tout le monde dans son entourage le bassine avec toi t'es le génie, toi t'es le mec cérébral. Oui. Et le mec, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse la plus grande décision de sa vie et qui forcément va avoir des répercussions à travers l'histoire. C'est pour ça que je trouvais ça, au moins, le scénario très intelligent là-dessus. Exactement. Moi, après, c'est juste vraiment le développement des personnages et un peu cette impossibilité finalement de vraiment essayer de vivre à travers eux des choses, tu vois, même si c'est juste des petites choses auxquelles tu peux te raccrocher en tant que spectateur, tu vois, un but, une idée, un truc comme ça. Je trouve que vraiment, j'ai l'impression qu'il part un petit peu trop vite sur les chapeaux de roue comme film. Et qui n'explique pas assez en fait le démarrage, tu vois. Au moins ça c'est cool parce que avoir un long démarrage chiant, lent comme la pluie, au moins il a pris la part belle à certaines scènes d'action qui sont pas vraiment filmées comme des scènes d'action. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, mais il C'est manque peut-être carrément pour ça l'attention du coup. C'est aussi. peut-être pour ça qu'il y a le problème de rythme Je trouve. au milieu du film. Notamment, je pense qu'il y a des longueurs. Notamment sur leur périple pour traverser les Andes. Ça, c'est vrai que ça pose certainement problème. Et surtout qu'en plus, à un moment donné, il y a le moment fatidique où, désolé pour du spoil, il y a un des personnages qui va mourir. Et là, c'est inattendu, quoi. Et en fait, Oui. il y a Oui. vraiment cette conclusion en plus de pourquoi il va mourir. C'est en 2 temps, 3 mouvements. Et je trouve ça très, très intelligent pour la part. Et, mais tu vois que toujours pareil, moi je trouve que tu vois cet événement-là n'a pas eu assez de résonance du tout dans l'histoire, tu vois. peut-être qu'il aurait pas dû être dans les 3 quarts du film, mais plutôt vers la fin du Non, film. même pas. Peut-être, je sais pas. En fait, vraiment, je Après, pense que les personnages sont vraiment pas assez fouillés. On reste sur une idée globale des 5, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de très plus C'est peut-être le personnage intéressant. d'Oscar Isaac en fait qui est trop mis, comment dire, il n'est pas mis en valeur, mais c'est le personnage principal. C'est peut-être ça l'un des principaux défauts peut-être dans la conception du film. C'est-à-dire ce personnage en fait qui va expliquer tout le plot de l'histoire, C'est un peu ça aussi. refaire un peu, on va dire, l'agence touriste version 2.0 avec tous les gars derrière. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes de conclusion, on retrouve rien en fait dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, ces conclusions aussi peut être très intéressantes. C'est que finalement, en fait,
tout ce qui va être amené à la fin, en fait, c'est juste les larmes et en fait, l'argent va être servi pour le deuil, quoi. C'est tout. Il Oui. n'y a rien d'autre. Et encore, ce qui reste de l'argent. Parce que Oui. ça, c'est très bien, ça, par contre. Voilà, je ne dis rien. Faut Voilà. demander à Fillon. Exact. Mm. Enfin bon, voilà, donc un film qu'on peut voir, qui va pas révolutionner le monde, en tout cas Non, pour non, moi. C'est pas un grand Voilà. film, mais la plupart des productions Netflix qu'on a en long métrage, bon, on va pas cracher dessus, quoi. Je refuse qu'on fasse un étalon Alors, jusqu'à là. Jordan, on va arrêter de parler de ce film. Bref. Bref, du coup, ouais, t'as raison. Donc, on va faire une petite pause BO. D'ailleurs, une BO très métal dans le film de J.C. Chandor. Hein. Et on va prendre donc un morceau de Metallica, Orion. Connais pas.
Et voilà, c'était un extrait tout en badasserie de Metallica, donc issu du film Triple Frontière. C'est le morceau de fin et ça correspond bien quand même avec l'univers Absolument. très masculin du film. Mais Et au-delà... en parlant de masculin, En parlant de masculin, on va parler féminin avec C'est ça. Rebelle de Alan Mauduit, sorti le 13 mars. alors effectivement, tout à l'heure on a parlé de Captain Marvel qui se veut un film féministe. Est-ce que Rebelle de Alan Mauduit est un film C'est le féministe Captain encore Marvel français. Alors c'est peut-être pas le Captain Marvel français, j'irai pas jusque là, mais en tout cas c'est une autre façon de faire un film avec des femmes, Mais ça il y a c'est Cécile sûr. de France déjà. Et il n'y a pas que Cécile de France, et ça c'est beau. Alors, Alan Mauduit, qu'est-ce qu'il fait avec ce film ? Effectivement, il prend Cécile de France, mais il prend aussi Audrey Lamy, donc la sœur de... Qui commence à avoir une meilleure carrière que C'est sa ça, sœur. oui, et qui est même peut-être une meilleure actrice aussi, finalement, Je tout pense. simplement. Et surtout, la grande, l'inégalable Yolande Moreau. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez le film de gueule à la française, le film d'action, la comédie d'action avec des gueules, tu vois. Lui, il fait la même chose, mais avec des femmes, en fait. Mhm. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait assez bien, en vrai. De quoi ça nous parle, le film ? C'est Sandra qui revient dans son Nord natal pour redémarrer sa vie et qui va trouver un boulot dans une usine de conserve de poissons. Donc, plein de femmes qui traitent à la chaîne des poissons pour les mettre dans des conserves. Sauf que Sandra, c'est une belle femme et elle va attirer comment on s'appelle, le sexe en fait de son contremaître qui veut juste se la Le faire. crevard. C'est Ouais. ça, un queutard, comme on dit dans le jargon, qui veut se la faire et en fait il va la coincer dans les dans les vestiaires pour la violer. C'est bien une comédie, c'est juste ça, c'est le début. Donc il va essayer de la violer et sauf que Sandra, en se défendant, elle va lui couper le sexe en tapant dans une porte d'un casier et donc il va se retrouver là comme un con dans les vestiaires avec le sexe coupé au moment où Yolande Moreau et Audrey Lamy, j'allais dire sa sœur, mais non, c'est bien Audrey Lamy, vont arriver pour se demander qu'est-ce qui se passe ici et vont se rendre compte que ce mec-là, il n'est pas juste contremaître et qu'il a un sac plein de thunes. Donc elles savent pas quoi faire et lui, il va essayer de leur échapper et en essayant de leur échapper, il va tomber dans les escaliers et crever. Et donc ça commence le film comme ça. Donc les filles vont se dire moi qu'est-ce qu'on fait de lui ? Et effectivement il y en a une qui suggère on est dans une usine, on va le faire sortir en conserve quoi. Sauf que le paquet de pognon qu'elles vont se partager, c'est un paquet de pognon qui appartenait à un gang belge et que c'était une petite frappe qui est jouée par Simon Abrakian ou Abrakian, pardon. Abkarian, pardon. Simon Abkarian qui est une frappe en fait qui est de la ville et qui leur devait cette thune et du coup il va devoir retrouver les 3 filles qui ont cette thune et ça va être un règlement de compte à la Hockey Choral. Et je dis règlement de compte à la Hockey Choral pas pour rien parce que en fait Alan Mauduit dans son film il fait totalement référence au western, surtout à partir de la deuxième partie du film. C'est c'est pas le plan final, mais on va dire le plan de l'avant-dernière séquence, c'est un plan de western, etc. Il y a une fusillade à la fin dans une maison, c'est un plan de western, etc. Et effectivement, les femmes, c'est toutes des mères dans le film, toutes les femmes sont des mères, mais par contre, c'est quand même des femmes qui savent se défendre et qui montrent qu'elles savent se défendre. Et qui sont capables effectivement de se défendre face à des hommes qui les agressent, soit parce qu'ils veulent leur corps ou leur argent. Yolande Moreau est parfaite pour ce rôle-là. Elle a toujours eu des rôles comme ça, bien rentre dedans en fait. Les 3 actrices sont parfaites. Il y a vraiment une cohésion aussi bien en termes d'écriture que de jeu. Et moi, franchement, j'ai passé un bon temps. C'est pas le meilleur film français du monde, certes, mais c'est un très bon divertissement. On s'amuse. Il y a des cascades, c'est pas du génie, clairement pas, mais c'est un très très bon divertissement et moi j'ai apprécié et effectivement elles font totalement le café toutes les 3 et c'est parfait quoi. Ouais, c'est le trio, c'est comment dire, il y a une vraie osmose entre les personnages et entre les actrices derrière quoi. C'est ça. Puis il faut dire que oui, forcément, avec ce genre d'actrice, on ne peut qu'être, hypé par la situation, je pense. Voilà.
Ouais, Ok. oui. En parlant de hype, film qui est sorti récemment sur Netflix, The Dirt, donc dérivé du bouquin du même nom, qui retrace sur l'histoire de Motley Crue. Donc ouais, c'est un film qui revient sur un biopic d'un groupe. Ça fait longtemps, non je rigole, ça fait pas très longtemps qu'on retrouve ce genre de Je vois pas quoi situation. tu parles. Mais cette fois-ci, la petite particularité, donc c'est produit par Netflix, sorti le 22 mars et réalisé par Jeff Tremaine. Et savez-vous qui est Jeff Tremaine ? Non. Le producteur-réalisateur des Jackass, donc de la série télé Jackass et des films Jackass. Et Bonjour, de c'est Bad Grandpa. Jackass et je suis de Bad Steve-O Grandpa. et je vais descendre une pente en Voilà. caddie. Et le mec qui est derrière la caméra, bah, c'est Jeff Tremaine. Exactement. Le scénar, c'est Will Kulls. Alors, c'est le mec qui a écrit le premier Triple X. D'accord. Voilà. Grosse ambiance. Et, et la photographie, donc, c'est Toby Oliver, donc Get Out. Donc, on va dire, il ramène un peu le truc quand même. Donc, moi, tout ce que j'avais envie de dire déjà là-dessus, c'est que le livre, je l'ai lu à l'époque. C'est une des très rares biographies qui m'a vraiment éclaté. Oui, c'est un bouquin excellent. très reconnu, notamment pour aller vraiment. Il n'y a pas de il y a pas vraiment de censure qu'ils ont autorisé. Non, il est ils très vont très loin. Donc quand vous connaissez un petit peu l'univers de Motley Crue, c'est très trash. C'est mieux que Voilà. celle de Lemmy ? Oui. Ok. C'est super trash, c'est très honnête, c'est très 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 honnête, vraiment. Il y a des choses qui sont même choquantes dedans. Donc ça dépend vraiment des gens qui sont complètement dépassés en fait par leur propre succès. C'est vraiment des gens qui sont complètement dépassés, ils sont vraiment spectateurs de leur vie complètement. Leur carrière, c'est juste ça, quoi. C'est juste des mecs paumés qui se regardent et puis voilà, tu vois, ils se droguent, ils baissent tout le temps et ils font quelquefois des très bons albums. Voilà. En ce qui me concerne, hein, on va. Notamment avec Machine Gun Kelly qui joue le rôle de Tommy Lee, voilà. Alors là où finalement ce livre était très bien, cette adaptation finalement elle se vautre un tout petit peu, en tout cas pour ma part. Je trouve que vraiment c'est un biopic qui coche toutes les cases des biopics musicaux qui se font, c'est-à-dire qu'on commence par une scène qui est dans le tu vois, dans le jus, on va dire, c'est dans le jus. Hop, on revient à l'enfance d'un des mecs du groupe. Après, on voit les premières répètes. Hop, comme par magie, ça devient absolument excellent d'une scène à l'autre, de 5 minutes à l'autre, tu vois, comme ça, parce qu'on a augmenté un peu le tempo d'un morceau. Et puis après, finalement, c'est le succès. On signe avec une maison de disques par chance. Et après, c'est la débandade parce que tout le monde se drogue, tout le monde a des ennuis avec la justice. Ils font des tournées avec Ozzy Osbourne et tout ce bordel, voilà quoi. Exactement. Et puis voilà, donc remise en question, séparation du groupe, et à la fin, tout le monde s'est réuni et on finit sur un concert. C'est exactement le pitch de tous les biopics qui sont sortis depuis 15 ans. Ouais, mais est-ce que à ça part se finit Love au and Live Mercy, Aid qui est très très bien. Est-ce que ça se finit sur le Live Aid? Non. Eh ben voilà. Non, Eh parce ben que voilà, eux- monsieur. Alors par contre, ce qu'on peut pas enlever à ce biopic, par contre, c'est qu'il reste très trash et donc il dépeint exactement toutes les anecdotes, quasiment toutes Je les pense qu'en anecdotes. fait, c'est parfait pour le réalisateur, quoi. C'est ça, en fait, c'est juste ça, parce qu'ils sont aussi cons les uns que les autres. Et donc, effectivement, voilà, il y a des éjecs féminines en plein milieu du film. Jeff Tremaine aurait pu aller beaucoup plus loin. Il aurait pu vraiment, par exemple, Steve-O pour le rôle de Tommy. Franchement, il aurait pu, hein, effectivement. Non, mais je donc vois bien voilà, Johnny tout- Knoxville aussi pour le Tout est chanteur. plus ou moins dépeint, même Ozzy Osbourne qui sniffe des fourmis et qui lèche sa pisse sur le bord d'une piscine. Tout est là. Mais du coup, en fait, ça fait vraiment un film Wikipédia. Oui. Enfin, vraiment, tu vois, ça Mais- aligne les anecdotes Pour le coup, et on s'en fout du reste. Voilà. Si vous voulez vous faire une petite soirée trash, vous regardez The Dirt. Et après, je vous conseille un documentaire qui s'appelle God Bless Ozzy, qui a été produit il y a quelques années de cela, qui revient donc sur la carrière d'Ozzy Osbourne. Et il y a des anecdotes issues de The Dirt qui sont également racontées par Tommy Lee, parce que en fait, ils ont fait des tournées ensemble, ils se sont retrouvés à l'Hotel Hilton. Et ouais, il y a le côté en fait où Tommy Lee est le chanteur de Motley Crue. J'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Vince Neil. Voilà. Oui, en fait, ils ont fait un concours de oh, je vais être le plus dégueulasse. Non, c'est moi qui vais être le plus dégueulasse. Et du coup, il y en a un qui commence à pisser à côté de la piscine. Et là, en fait, il y a Ozzy Osbourne, il le prend par surprise et il lèche sa pisse. Voilà. Donc, effectivement, tout ça, c'est assez. Ça, c'est vrai. Et il y a donc un truc assez important quand même à dire sur The Dirt, je trouve. En fait, moi, ce qui me comment dire, turlupiné, on va dire, c'est le fait que dans The Dirt, le bouquin, l'image des femmes est franchement dégueulasse. Ouais. Voilà. Et en même temps, voilà, ils dépeignent que l'univers des groupies aussi. Tu vois, il n'y a pas eu la place dans Motley Crue pour une femme forte. Jamais. Oui, ou En alors, fait, c'est tout. Tommy Lee, il se fait Ou une larguer femme par Heather normale, Locklear, tu vois.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà, il y a juste ça dans le film au pire qui dit oh bah tiens, il y a au moins une meuf qui a essayé de les rejeter quoi. Voilà. Il y a 2-3 trucs qui sont pas présents aussi, mais ça m'étonne pas trop parce qu'ils sont quand même à la production les mecs. Donc on entrevoit une scène où Tommy Lee par exemple est violent avec une fille. Ça dure 5 secondes alors qu'on sait très bien qu'il a été le mec, emprisonné pour ça quoi. Voilà, ça a été quand même un grand pan de sa vie avec Pamela Anderson et tout le bordel. Donc, ça le même, j'ai envie de dire, c'est le syndrome straight Outta Compton. C'est-à-dire, c'est les producteurs, c'est les mêmes, c'est les gars qui sont valorisés dans le film. Est-ce que c'est aussi le syndrome de Bohemian Rhapsody? Ah, mais dis donc mais est-ce que c'est n'importe quel biopic en fait ça, qui est produit par des musiciens. Ah bon, on est surpris. Donc, petit message à tous les gens qui veulent faire du biopic là, en tant que réal ou en tant que producteur, ce serait cool peut-être déjà de pas s'attarder sur des périodes sur 1h30. Alors couvrir 25-30 j'ai quand même quelque chose à dire. Il faut que je trouve une bonne caméra. Oui. Michel Sardou, si tu me regardes, je veux bien, au pire, tu me produis le film, je fais un truc qui te valorise, il n'y a pas de souci. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la période est peut-être trop longue à couvrir. Ils ont essayé de donner une voix à chacun des personnages. Et sachant que ça dure 1h30 et que c'est sur une période trop longue, c'est quand même assez difficile, dans un point de vue cinématographique, de faire quelque chose de qualitatif. Bon, après, cinématographique et Jeff Tremaine, dans les deux, il y a un problème. Oui, bien sûr. Mais bon, ça reste un film, a priori, même s'il est mauvais. Donc, et donc voilà, peut-être prendre exemple sur Love and Mercy, qui était pour moi un des très rares biopics à être vraiment un très très bon film. Car il a réussi à se démarquer en fait de l'univers et en fait il se rentrait très bien dans la psyché du personnage de Brian Wilson. On pouvait s'y attacher, on pouvait s'identifier. C'est pas le cas pour The Dirt. Voilà. Moi j'ai hâte de voir le biopic sur Will Fall en tout cas. Non. Ça sera chiant. Ouais, avec Gaspard Huel dans ton rôle. Ouais, allez, on s'arrête là-dessus. Petite pause VO The Dirt, le morceau de Motley Crue, le morceau qui a été refaçonné donc pour le film de Jeff Tremaine. Says the cat, the vein, living out a life he can't deny.
making big tips, showing up the nice big tits. Ha! Et voilà, donc c'était Motley Crue. C'était gratuit. À vous, tu t'y attendais pas. Non. Non, mais voilà, pour revenir vite fait sur le film là, en fait, voilà, et c'est comme un biopic que vous voyez actuellement, mais en fait, faut le regarder avec un pack de bière et des potes. Je pense qu'en fait, c'est le film à la con. Ouais, en deuxième partie de soirée après Jackass 3. On va donc continuer dans le cinéma, autre. Vous voyez, parce que donc on va parler de Xavier Dolan, donc Mommy Issues numéro 3, Ma vie avec John F. Donovan, réalisé donc par Xavier Dolan, sorti le 13 mars. Enfin, Mommy Issues, ou alors je me concentre sur quelqu'un d'autre parce que ma maman m'aime pas. Alors, effectivement, est-ce que j'ai raison? Oui, c'est les thèmes de Xavier Dolan. Alors, il faut savoir, je vais commencer ma chronique par quelque chose de très important, c'est que moi, j'ai jamais vu de film de Xavier Dolan avant celui-ci. Donc, moi, j'ai commencé... Bah, tu les as tous vus maintenant. C'est ce qu'on dit. Mais j'ai commencé Xavier Dolan avec Ma vie avec John F. Donovan. Et en vrai, moi, j'ai beaucoup aimé. Peut-être parce que justement j'ai pas vu ses autres films. C'est un gars comme Christopher Nolan, techniquement il sait très bien poser la caméra, il sait où la placer, il sait diriger des acteurs. C'est un ancien double, enfin il a été doubleur, il a été aussi acteur de théâtre, il a été metteur en scène, il sait comment faire ces choses-là. Mais le problème c'est que je fais une thématique et je garde ma même thématique pendant depuis le début de ma carrière. Je vais en reparler, mais pour moi c'est pas forcément un souci, mais ouais, on va en reparler. Du coup, Ma vie avec John F. Donovan, c'est le premier film tourné en anglais avec des acteurs américains et britanniques, je crois. Enfin oui, ça fait plaisir. On retrouve la grande Suzanne Sarandon, Kit Harington, donc le Jon Snow il est vivant. Jean Neige et Nathalie Portman, entre autres. Du coup, de quoi ça parle? Ça parle de... Et le petit Jacob Tremblay aussi, il faut quand même le signaler. De quoi ça parle? C'est Rupert qui est un acteur qui va raconter à une journaliste 10 ans plus tard sa correspondance avec un acteur de télé américain en fait qui jouait dans une petite série genre je sais pas un équivalent Art les cœurs à vif ou Beverly Hills. Ah ouais, avec un petit peu de fantastique dedans, genre je sais pas la Riverdale et Sabrina et compagnie quoi. Et le gamin, pendant ces années je sais pas, il doit avoir 10 ans dans le film, 10-11 ans, est juste ultra fan de cet acteur, mais genre, c'est vraiment du fanatisme en fait avec cet acteur. Et il raconte qu'il a eu une correspondance avec cet acteur. Alors ça, c'est un des sujets du film. Est-ce que cette correspondance a vraiment eu lieu ou pas? Moi, ce que je trouve vraiment génial chez Dolan, et encore une fois, je le dis, c'est mon premier Dolan, donc j'ai découvert ces thématiques-là. C'est effectivement, si on est hermétique au sujet-là, ça peut pas fonctionner. Enfin, on va pas accrocher au film. Moi, c'est effectivement des thématiques qui me parlent. Mais c'est aussi l'image que j'avais de Dolan. Enfin, moi, j'avais jamais regardé de film de Dolan parce que je savais très bien que ça allait parler de famille dysfonctionnelle, de questions d'identité sexuelle, etc. Et que c'est pas que ça m'intéressait pas, loin de là. C'est plutôt que j'avais l'impression que parce que j'avais entendu parler de ça allait rien m'apporter de plus. Alors qu'en fait, effectivement, je me suis rendu compte que Xavier Dolan, c'est quand même un mec qui est ultra talentueux, qui, comme tu l'as dit avant, sait ce qu'il fait, et c'est vrai, il sait ce qu'il fait. Et pour moi, c'est un mec qui fait du cinéma éminemment contemporain et qui encore remet en question le dispositif cinéma. Et comme il l'explique d'après ses interviews, c'est son film le plus personnel, très autobiographique. En fait, il s'est beaucoup inspiré de son enfance. C'est ce qu'on reproche, ce que reprochent beaucoup de journalistes au film. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un film ultra égocentrique. C'est pas comme si beaucoup de réalisateurs s'inspiraient de leur vie. Mais c'est ça, comme beaucoup de monde. Scorsese avec Main Street ou d'autres réalisateurs ont toujours fait ça. Comment tu peux reprocher à un artiste en fait d'être égocentrique? Parce que je comprends pas ce délire là. Même Refn avait expliqué non, mais pour être réalisateur il faut être égocentrique. Mais c'est ça, n'importe quel artiste est fondamentalement égocentrique. C'est subjectif. Et donc pour moi c'est pas un bon reproche à faire au film. Mais comme je le disais, il fait un cinéma éminemment contemporain et c'est ça le sujet du film. C'est pas effectivement c'est des sujets qui sont abordés dans le film, les familles qui arrivent pas à discuter entre elles, le problème de l'homosexualité qui est pas accepté dans la société, etc. C'est des sujets du film qui tiennent à cœur à Xavier Dolan, mais c'est pas le sujet central du film, parce que le sujet central du film, c'est il parle du cinéma. Il dit qu'est-ce que c'est un acteur, qu'est-ce que c'est un film, qu'est-ce que ça nous raconte un film, et finalement, qu'est-ce que c'est la vérité.
Et c'est ça qui est intéressant dans le film, et c'est ça qu'il faut voir. C'est pas genre juste, effectivement, il y a des thématiques qui sont chères à Dolan, et il va pas arrêter d'en parler. Et même dans son prochain film, je pense qu'il n'arrêtera pas d'en parler, parce que c'est des sujets qui encore aujourd'hui divisent, et qui sont importants à être... et si c'est ces sujets qui lui plaisent, moi, ça me gêne pas. Donc, je sais pas si c'est le meilleur film de Dolan, parce que j'en avais pas vu avant, mais en tout cas, je vais continuer à regarder les autres films de Dolan. Il faut dire qu'en fait, il y a toujours des idées qui peuvent marcher ou pas marcher. Et ce mec, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression il était dans la bordure de la caricature, en fait, de s'auto-caricaturer en très peu de films, ce qui est déjà impressionnant, en fait, quand on y pense. Et là, en fait, le fait peut-être de l'avoir tourné en anglais, le fait peut-être, en fait, d'avoir une équipe complètement différente derrière, je pense que peut-être que ce mec va, peut-être, avec ce film, s'émanciper. J'espère. Parce qu'en fait, le questionnement de la thématique, de questionnement familial et compagnie, ça l'a toujours été dans beaucoup de réalisateurs, d'avoir un thème particulier. J'ai parlé de Scorsese, donc forcément c'est le questionnement de la foi, de la religion. Mais par exemple, je chouine sur lui parce qu'avec les Mommy Issues, mais bon, le Daddy Issues, c'est connu depuis Spielberg. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que, contrairement à certains cas de réalisateurs, que ça empoigne pas tout le film. Parce que là, on parle avec Ma vie avec John F. Donovan, j'ai l'impression qu'en fait ça commence à devenir plus en plus transparent. C'est-à-dire que c'est plus ou moins présent, mais ça ne prend plus l'ampleur comme il l'avait dans ses précédents films. Pour moi, s'arrêter à ça dans le film, c'est passer justement à côté du vrai sujet du film. C'est dire, oh, c'est encore du Xavier Dolan et tout. Ouais, mais regarde plus loin, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, et si tu t'arrêtes à ce niveau de lecture-là, je sais pas, c'est que t'as pas compris le film, quoi. En tout cas, moi, vous avez envie, vous m'avez donné envie de le voir, donc c'est bien. Bravo, merci. Ok. Si, moi je trouvais ça très passionné et passionnant ce que disait Jordan là-dessus. Le film m'a vraiment impacté quand j'en suis sorti. Donc, non, mais c'est surtout qu'en fait, voilà, c'est vrai que moi je caricature, je m'amuse toujours à un peu me moquer de ce réalisateur-là, mais c'est vrai que, bon, au moins il avait toujours. Par exemple, l'idée même de Mommy, l'idée même de le filmer en fait en 4 tiers. Je sais plus si c'est 4 tiers au format carré, je trouve ça très cool en fait. C'est pas sellement genre pour faire, c'est de la technique pour de la technique. En fait, il y a vraiment un contexte particulier. C'est un mec qui remet tout le temps en cause le dispositif. Voilà. Ça au moins c'est quelque chose d'important avec ce type de jeune réalisateur. Ce que l'on peut retrouver dans certains ou d'autres, ce qui va me permettre de faire la transition, car aussi c'est le deuxième film de ce réalisateur dont je vais parler, et d'ailleurs c'est un film que j'attendais. Je parle bien évidemment de Us, donc réalisé par Jordan Peele, sorti le 20 mars, donc il avait cartonné avec son premier Get Out, que je n'ai pas vu, mais dont la plupart de mes chroniqueurs de l'année dernière, notamment Antoine et Seb, en avaient parlé pas du tout en bien. Cette fois-ci, il revient donc avec Us, avec un concept. Il est bien. Avec un concept finalement autour d'une histoire, donc celle du personnage d'Adelaide Wilson, interprété par Lupita Nyong'o, qui de retour dans sa maison d'enfance a décidé de passer des vacances avec son mari et ses 2 enfants. Un traumatisme mystérieux refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent en elle la paranoïa, dont elle est persuadée d'un malheur qui va s'abattre sur eux. Le soir, il découvre en fait 4 personnes se tenant la main et devant le perron de la maison, et vont donc devoir affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires eux-mêmes. C'est un film créatif mais peu effrayant. Pour le coup, donc pour le côté film d'horreur un peu basique, on va passer là-dessus. Get Out aussi était pas super effrayant. C'est pas un mec qui fait de l'horreur qui va te. C'est vrai. C'est un film à tension dessus, plus qu'autre chose. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus, parce qu'en fait, Us, malheureusement, en fait, pour le côté tension, en fait, je trouve qu'il en manque. Pour le coup, pour éviter cet aspect-là. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une première partie qui traîne un peu en longueur là-dessus. Mais Us, c'est un film qui se veut assez sérieux, voire politique par moment, moins que Get Out. C'est même pas voir politique, c'est totalement politique comme film. Non, mais je veux dire, par moment, pas tout le temps, parce que forcément, en fait, il joue quand même sur les côtés second degré, comme il avait réussi à faire un peu avant. Là, là c'est plus, on va dire, par côté ascendant, descendant, par moment. Il faut dire aussi d'où il vient Jordan Peele, c'est le duo Key and Peele qui faisait de l'humour quand même ultra abrasif, etc. Ultra abrasif, très direct.
très politique même par Mhm. moment. Ça marchait très très bien là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, il arrive en fait à se détourner de le côté seulement faire que du comique. Là, il arrive en fait à chaque fois à faire quelque chose de différent. Avec Get Out, malheureusement, comme je l'avais dit, j'ai toujours pas vu. Mais cette fois-ci, en fait, je pense avec Us, il voulait vraiment se rentrer sur le côté thriller à fond. Et pour le coup, c'est vrai que le film puise son inspiration dans le registre du thriller, du fantastique et même de l'épouvante par le biais de la lumière, par le biais du développement de la photographie qui est plutôt bien cool. Mm. Et par exemple, la confrontation avec les deux jumelles rappelle même vaguement un peu le Funny Games, mais sans pouvoir forcément rivaliser avec la noirceur, l'ambiance anxiogène et le caractère malsain. Bah, qu'il y même avait avant les deux chez jumelles, Anakin. à partir du moment où tu as les doppelgangers qui sont là, ça fait tout de suite penser à Funny Games, une famille comme ça qui se fait envahir dans sa maison et se violenter, Mais on il sait y a, pas il y trop a un pourquoi. gros souci quand même avec Us, c'est qu'il n'y a pas le moment de tension ou le moment où on va se dire ça y est, le personnage il est réellement en danger. On a très peu dans le film. Pour un film d'1h57, c'est compliqué. Ce moment où, en fait, où on a un doute. Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'en fait, le poteau rose est dévoilé un peu trop facilement. Il y a 2-3 idées qui sont malheureusement mises trop en avant dès le début, enfin dès le milieu du film, et du coup qui laissent forcément appréhender aux 3/4 du film la révélation de fin, qui finalement on la découvre forcément un peu plus tôt. On la devine assez facilement malheureusement. Mais après, effectivement, c'est un film qui est totalement politique et il suffit d'aller voir les interviews et d'avoir un peu de jugeote pour comprendre. Il y a un dialogue absolument génial, c'est quand donc il y a les doppelgangers qui sont face à la famille que l'on a découvert au début. Et que nous doppelgangers parlent comme ça. Voilà, oui, avec la voix bien dérangeante comme il faut, c'est assez cool. Et surtout, en fait, mais notamment, elle pose la question donc en anglais, mais qui êtes-vous, que faites-vous? On est des Américains. On est des Américains. Et ça, je trouvais cette phrase absolument géniale, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et le problème du film, le problème qu'a voulu balancer Jordan Peele, c'est qu'à un moment donné, il veut tout expliquer. Et là, ça m'a laissé vraiment le goût un peu amer de la chose. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'expliquer tout, en fait. Et tu peux expliquer d'où viennent ces doubles, d'où vient leur motivation. Et forcément, cette motivation, on la comprend par le biais intrinsèque entre le personnage de Lupita Nyong'o et son double. Mais cette histoire épistolaire et qui possède de nombreux tours de passe-passe jusqu'aux 3/4 avec la révélation d'un autre monde, et je trouve l'explication est en fait un peu futile. Pour ceux qui auraient vu le film et pour éviter de spoiler aux gens, le film aurait pu s'arrêter sur comment ça s'appelle, le tout dernier plan sans avoir la séquence explicative qui est juste avant. Alors, moi je pense avec raison que c'est dû aux screening tests qui ont sûrement eu lieu aux États-Unis, parce que je pense que Jordan Peele est beaucoup plus intelligent que ça, et c'est peut-être effectivement les spectateurs qui, je sais pas pourquoi, ont pas compris si le film se finissait là-dessus. Peut-être qu'Universal leur a dit non, mais en fait le public ils sont trop débiles, faut que tu donnes 2-3 indications pour que les gens comprennent. Sauf après il avait déjà ce petit problème sur Get Out, je trouve. Problème apparemment. C'est au niveau, tu sais, pour finir un petit peu ce truc-là, je trouve que ça partait un peu dans le grotesque non nécessaire, tu vois. Bref, c'est peut-être pareil sur Us. Pour terminer là-dessus vite fait, parce que sinon on est en retard. Voilà, pour moi c'est un espèce de micmac enrobé d'un beau ruban, à la fois sympa mais poussif. Il y a du talent, mais une attente à travers ce film qui n'est jamais comblée, malheureusement. C'est surtout pour les acteurs qu'il faut voir le film, je pense. Ouais, Lupita Nyong'o elle est parfaite, les acteurs sont parfaits, même les jeunes dans ce film sont très bons. Et pour le coup, je vous conseille quand même d'aller le voir. C'était un mois de petite disette quand même, mais on reviendra mieux le mois prochain. Il y a quand même pas mal de films qui vont sortir pour le mois d'avril. Oh oui, pas comme ça. Et pour le coup, donc on reviendra dès la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouveau cycle. Salut Jordan. Salut. Fabien. Salut Thomas la régie et à la semaine prochaine. RCN, la différence. RCN.